Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Benjamin Saada, le président fondateur de Fermat. Sa jeune entreprise veut révolutionner le recyclage des matériaux composites à base de fibres de carbone. Le débat de Smart Impact qui portera sur la place du climat dans les médias. Pourquoi les rapports du GIEC ont été si peu repris? Quelle place l'environnement, la biodiversité a pris dans le débat d'entre-deux tours de la présidentielle? On y répond tout à l'heure. Et puis la start-up du jour, c'est Tribu de Paris et ses vêtements bio, recyclés et upcyclés. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Benjamin Saada, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Fermat. Alors votre métier, c'est le recyclage des composites à base de fibres de carbone. Quand j'ai dit ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. D'abord, ça concerne peut-être quel secteur d'activité, ce dont on parle? La fibre de carbone, c'est utilisé dans tous les domaines de pointe où il y a des sujets justement d'environnement, de consommation énergétique. C'est utilisé dans les avions, c'est utilisé de plus en plus dans les voitures, c'est utilisé dans les éoliennes, pour qu'elles soient plus grandes. Et demain, ça sera utilisé, c'est le seul d'ailleurs matériau utilisable pour stocker l'hydrogène. Donc c'est vraiment un matériau du futur qu'on utilise dans toutes les applications de pointe. Et alors vous avez travaillé sur le recyclage, la récupération des chutes de composites. C'était quoi votre idée de départ? En fait, c'est un matériau qui est très très sophistiqué, il est très résistant, il est très léger. Et donc en fait, il est pas recyclé parce que les technologies de recyclage traditionnelles, qui sont basés sur la destruction à travers la chaleur ou à travers des produits chimiques, des solvants, n'arrivent pas à abîmer ce matériau parce qu'il est trop résistant. Et donc, le gain de l'utilisation de ce matériau, qui allège les avions, qui baisse les voitures, il était complètement perdu parce qu'à la fin de la vie des produits, ça finit enfoui. C'est les fameux enfouissements de pales d'éoliennes, c'est les photos qu'on voit parfois d'avions comme ça aux États-Unis enfouis, parce qu'on ne sait pas comment traiter le matériau. Donc vous avez travaillé là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire un brevet, de la recherche Voilà, Fermat a développé en fait un socle technologique qui permet de recycler ces matériaux sans polluer. Parce que dans le recyclage, en fait, il y a un risque. Recycler, c'est bien parce que ça évite d'avoir des déchets, mais il faut toujours s'assurer que le recyclage, il va faire moins de pollution que le matériau neuf. Et ça, c'est pas toujours gagné. Et c'est très compliqué à réaliser sur des matériaux aussi sophistiqués que la fibre de carbone. Et c'est ce challenge technologique que Fermat a rempli à travers ses technologies, ses brevets, voilà, et son usine maintenant installée à Nantes. Donc c'est une entreprise que vous avez créée il y a combien de temps? Il y a à peu près 18 mois. Ah oui, c'est une toute jeune entreprise. Quand je dis vous voulez révolutionner le recyclage de ces matériaux, il y avait vraiment zéro solution avant vous, quoi. Alors il y a plein de solutions, mais qui en général émettent plus de pollution que la fabrication des matériaux neufs. Il y a à peu près 40 sociétés, même je pense en Europe, qui se sont lancés dans ce challenge, et tant mieux pour la planète, parce que de toute façon, la solution, le besoin est tellement grand, on parle de trillions de dollars de matériaux à recycler, des milliards de dollars de matériaux à recycler, donc il y a de la place pour tout le monde, et il y a besoin vraiment qu'un écosystème se crée. Dans cet écosystème, la spécialité de Fermat, c'est d'avoir proposé très rapidement une solution qui ne pollue pas. Il y a beaucoup de déchets composites à base de fibres de carbone. On parle de quoi? J'ai vu 2500 tonnes à l'horizon 2025. Est-ce que ça correspond à quoi? C'est ce que nous, on souhaite recycler dans notre usine et aller jusqu'à 5000 tonnes. Mais par exemple, prenons les éoliennes. Rien qu'en France, la gestion des déchets des pales d'éoliennes, c'est 1 million de tonnes sur les 3 ou 4 prochaines années. Oui, le chiffre me semblait un peu faible. En fait, ça, c'est votre objectif de toute jeune entreprise, quoi. Exactement. D'accord. Donc, cette solution, elle est tenue secrète, c'est plusieurs brevets, c'est votre valeur, quoi. Oui, bien sûr. Alors après, il n'y a pas de secret, il y a simplement les temps de dépôt de brevets. Mais la plupart des brevets sont déposés. Et la technologie, c'est simplement de récupérer, d'être en mesure, grâce à de l'intelligence artificielle, de récupérer n'importe quel matériau en entrée à base de fibre de carbone et de le découper dans des petites briques de carbone sans détériorer
la qualité du matériau. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile à petite échelle, alors c'est encore plus difficile à grande échelle. Et ensuite, c'est réutilisable par les mêmes industries qui sont friandes de ce matériau dont vous parliez tout à l'heure? Nous, on ne repropose pas notre produit aux mêmes applications que celles de départ. Pourquoi ? Parce qu'un avion, moi personnellement, je souhaite qu'il soit fait avec les meilleurs matériaux disponibles à l'heure où on se parle. Nous, on récupère des matériaux qui ont 10, 20 ans de vie. Donc, les meilleurs matériaux à l'heure où on se parle et qui soient le plus sûr possible. Donc, en fait, un avion, il faut qu'il soit fait en matériaux neufs. Le challenge, il n'est pas là. En revanche, pour tout le reste, pour les voitures, pour le sport et loisirs, pour votre ordinateur, le caisson, etc., tout ça sont des pièces qui, aujourd'hui, sont faites avec des matériaux neufs, issus de l'industrie minière, qui est donc une industrie qui a plein de problèmes d'impact, le nombre d'émissions. Là, on peut proposer une alternative en volume pour ces matériaux-là. Alors, vous avez signé à l'occasion du salon dédié aux matériaux composites, vous avez annoncé 3 nouveaux partenariats industriels, notamment dans le secteur de l'aviation. Vous connaissez bien ce secteur, vous aviez cofondé, je crois, Explicit, c'est ça? C'était des sièges ultra légers pour les avions, si je ne me trompe. C'est quoi les partenariats que vous signez avec l'aviation? On a annoncé récemment un premier partenariat avec la société Tarmac. Tarmac, c'est une co-entreprise de Airbus, Suez et Safran qui a pour but de démanteler les avions. C'est un peu comme ils récupèrent les avions au moment de leur fin de vie. Et c'est un des leaders mondiaux dans ce domaine-là. Et c'est probablement aussi une des sociétés les plus en avance sur sa stratégie justement impact et RSE. Et aujourd'hui, Tarmac avait des solutions à faible impact environnemental pour le recyclage de tous les matériaux d'avion, sauf le composite en carbone, qui est le problème auquel on s'attaque. Et donc, on a signé un partenariat avec Tarmac pour recycler justement les pièces en fin de vie des avions. C'est très touchant, d'ailleurs, de recycler ces pièces-là, parce qu'on récupère comme ça à l'usine des pièces qui ont vécu 20 ans, 30 ans, qui ont rendu des services, qui sont des pièces de très haute technologie, qui ont été soumises à des pressions, des contraintes énormes pendant des années, pendant toute leur vie. Et puis nous, on les prend, on les recycle, et derrière, on fait des matériaux qui sont beaux pour redémarrer une nouvelle vie dans du mobilier, des voitures, de l'électronique, tout ça. C'est vachement... c'est un concept très enrichissant. Oui, j'imagine, effectivement, quand vous signez, je crois que 2 de ces partenariats dont on parle portent sur la recherche et développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez valider des solutions avec ces partenaires? C'est quoi la phase industrielle dans laquelle vous êtes? Quand on travaille comme ça dans le recyclage et qu'on essaye de mettre la barre extrêmement haut en termes d'impact, de valeur environnementale, on ne prend aucun risque. Et donc, il n'est pas question de commencer à recycler ou de stocker des matériaux, etc. On a toute une phase de qualification où on s'assure à chaque étape qu'on va savoir effectivement recycler ce matériau, qu'on sera la meilleure société pour le faire, puisque je vous ai dit, il y avait 40 technologies, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, s'il y a des gens qui font mieux que nous, tant mieux. Donc, et qu'on le fait de manière hyper sécurisée et avec un très faible impact environnemental. Donc cette phase-là, qui va durer 6 mois, parfois 1 an, en fonction de la complexité des filières, des pièces qu'on récupère. Voilà, c'est ce qu'on fait dans le cadre de Tarmac. On a aussi des contrats beaucoup plus avancés, comme avec Excel, le numéro 2 mondial de la fibre de carbone, où là, on est en phase industrielle. Et donc là, on récupère des déchets qui sont effectivement recyclés chaque semaine. Oui, alors, parce que là, on parle de déchets qui sont quoi? Qui sont les chutes de carbone lors de la fabrication, c'est ça? Il y a des déchets carbone, comme tout matériau, en fait. Il y a des déchets à toutes les étapes de la vie du produit, au moment de sa création, au moment de sa transformation, de sa fabrication. Et c'est d'autant plus important que c'est quand même, vous l'avez évoqué, mais c'est un matériau à haute valeur ajoutée. Donc, ne rien faire d'une partie de ce matériau, c'est une sorte de crève-cœur, quoi. C'est un peu ce à quoi j'ai dédié ma carrière, en fait. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille. J'ai eu la chance de passer 14 ans à essayer de faire des économies à nos clients et à nos partenaires sur leur gestion. Alors d'abord chez Explicit, avec les sièges d'avions légers, qui baissent la consommation des avions en faisant rien. 4%. Juste en changeant les voilà, en changeant les sièges. Fantastique. Okay. Et puis aujourd'hui, justement, en récupérant ces matériaux à très forte valeur ajoutée qui finissent actuellement, réellement, à la benne, et on les voit. Et donc les industriels, simplement, sont ravis de voir déjà leurs matériaux ne plus aller à la poubelle. Simplement, il n'y avait pas de solution. Et donc, c'est ce qu'on apporte avec Fermat, une solution. Vous avez, en septembre dernier, levé une levée de fonds de 8 600 000 euros. C'est quoi la stratégie? On va terminer là-dessus. Il nous reste 1 minute dans cet entretien. La stratégie de Fermat, c'est d'être à la hauteur du problème au niveau mondial.
En fait, les acteurs sont des grands acteurs qui ont ce problème de matériaux et il fait que commencer avec les voitures à hydrogène, etc. Pensez au plan français, la quantité de carbone à jeter que ça va générer. Donc, les gens ont besoin d'une solution globale. La stratégie de Fermat, c'est de les suivre au niveau global dans cette solution. Donc on accélère, ça marche. Donc on continue. Et notre but, c'est que d'ici 1 an, vraiment, on ait une solution complètement clé en main, capable d'absorber 5000 tonnes de matériaux par an, voilà, avant de faire plus. Merci beaucoup, Benjamin Saada. Bon vent à Fermat. Voilà, c'est l'heure de notre débat. Comment les médias parlent ou pas de climat et de biodiversité. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Annelise Vernière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cota Climat et Thomas Parouti. Bonjour, heureux de vous retrouver Thomas, le fondateur de l'agence Mieux. C'est quoi Cota Climat ? Alors, Cota Climat est une association que nous avons cofondée avec Eva Morel afin d'interpeller les médias sur la place de l'urgence écologique dans le traitement médiatique. En fait, nous avons fait un constat simple, c'est qu'il y a une dissonance frappante entre l'agenda médiatique que l'on a aujourd'hui, donc les choix éditoriaux qui sont faits, et l'urgence écologique dans laquelle nous progressons. D'un côté, nous avons une accumulation de rapports scientifiques qui nous alertent sur le fait que nous devons changer de trajectoire assez rapidement pour rester dans un monde habitable. Et d'un autre côté, nous avons des choix éditoriaux qui sont pour la plupart assez déconnectés de la réalité. Mais vous l'avez comptabilisé, ça ? C'est-à-dire, par exemple, sur les rapports du GIEC, il y a eu 3 rapports du GIEC en 1 an à peine. Quelle place ils ont eu dans le traitement médiatique ? Alors tout à fait, il y a de nombreuses associations qui commencent à se mobiliser sur la question de la place médiatique de l'urgence climatique. Et notamment, il y a eu un baromètre qui a été créé là durant la campagne présidentielle, donc le baromètre de l'affaire du siècle, et qui a comptabilisé qu'en moyenne, l'urgence climatique, écologique, occupait 3% du temps médiatique. Donc dans toute la campagne présidentielle finalement. Pourquoi les médias... Et sur les résultats, parce qu'en fait, en plus, pas de bol, le rapport du GIEC, le premier est sorti au moment où il y a eu Messi, le deuxième est sorti au moment où Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, et le troisième était entre les 2 tours ou juste avant le premier tour. Donc voilà, soit le dire comme du GIEC a pas de bol, ou il n'est pas bon, etc. Mais, et en l'occurrence, Annelise avait des chiffres hyper intéressants sur Messi a été traité 5 fois plus que le rapport du GIEC. Voilà, sur les méga-feux, de la même façon, les méga-feux ont été beaucoup plus traités, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de lien. On a fait le lien entre les méga-feux et le réchauffement climatique dans 8% des cas. Donc on parle de catastrophe climatique, mais on ne parle pas de l'origine et de toutes les raisons pour lesquelles il y a ce... Mais comment vous l'expliquez, Thomas Parouti ? Pourquoi les médias ne suivent pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de... c'est l'histoire de la grenouille qu'on trempe dans une casserole et puis on chauffe de petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a fini par s'habituer, par se lasser de parler de ces thématiques ? Comment vous l'expliquez ? Alors, déjà, soyons positifs. Il y a une étude qui est sortie et qui analyse globalement ce qui s'est passé il y a 20 ans et très récemment. On voit que le temps accordé aux sujets environnementaux a été doublé. On voit que c'est dans le cadre des JT de TF1, France 2, France 3, Arte et M6. On voit que le temps consacré est 3 fois plus important, 2 fois plus de sujets, 3 fois plus important. On voit que c'est de plus en plus tôt dans le début du sujet, de plus en plus proche du... Voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments intéressants qui sortent et globalement, ça va mieux qu'il y a 20 ans. D'accord. Et remarque assez intéressante qui va contre une idée reçue, c'est plutôt TF1, enfin en l'occurrence, c'est dans l'ordre des chaînes que j'ai données, qu'il y a un pourcentage sur l'environnement le plus élevé. Donc TF1, France 2, France 3, Arte qui fait que 11,9%, alors que TF1 fait 33%, enfin, voilà, et M6, bon dernier. Donc, ça progresse, mais en fait, le problème, c'est que les catastrophes ont été multipliées par 3, par 4, par 5, que les problèmes de dérèglement climatique sont beaucoup plus importants, qu'on ne parle pas assez de solutions. Là, en fait, comment le sujet est traité ? Il n'est pas traité de façon constructive. On parle de pollution, on parle de catastrophes climatiques, on parle de méga-feux, mais on ne parle pas de solutions. Alors que les Français attendent des solutions. Et pour répondre à votre question, 75% des Français veulent entendre parler de solutions et on ne leur donne pas ces solutions. Donc aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça ? Moi, je pense qu'il y a un problème de formation et j'ai envie de reprendre un peu l'idée de Jancovici de dimanche dernier dans le JDD, qui veut former les ministres. Qui veut former les ministres.
Voilà, et il faut former les parlementaires. On voit bien que les parlementaires, notamment de l'équipe Macron, sont des gens brillants qui font Polytechnique, HEC, Sciences Po, etc. et qui sont sortis il y a 5 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas du tout été formés au dérèglement climatique. Et il faut qu'il se passe la même chose sur les journalistes. C'est-à-dire qu'un journaliste, s'il s'intéresse aux 10 prochaines années, en tant qu'émetteur d'informations hyper importantes, il faut qu'il se forme au dérèglement climatique, aux enjeux climat, comme ceux qui sont passés dans la Convention citoyenne climat. Ouais, surtout que le baromètre des assises du journalisme nous donnait cette info en octobre dernier. Seuls 11% des Français déclarent se sentir tout à fait informés sur le changement climatique. Donc c'est le sentiment d'une bonne information, on va dire, sur cette thématique-là. Anis Vernière, vous avez mis la pression avant le débat d'entre-deux tours de la présidentielle pour que ces thématiques soient mieux traitées. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors justement, on a même commencé à mettre la pression avant même le débat du second tour. Nous avons publié une tribune dans le journal du dimanche qui a été co-signée par plus de 2000 personnes, dont 60 personnalités publiques assez reconnues, que ce soit des scientifiques, des experts, des entreprises, des associations, mais aussi des journalistes et des politiques de tous bords. Donc c'était vraiment, on a porté vraiment une proposition qui était assez consensuelle de demander aux rédactions et aux médias de consacrer 20% de leur traitement médiatique à l'urgence écologique dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc on a vu tout au long de la campagne qu'effectivement d'autres sujets ont été peut-être plus priorisés, comme la sécurité, l'immigration, et finalement la crise écologique a été la grande absente de cette campagne. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre une seconde couche dans le cadre du débat du second tour. Donc on a voulu interpeller directement les deux présentateurs du débat du second tour, donc Gilles Boulot et Léa Salamé, afin de leur demander de consacrer 20% de leurs questions dans le cadre de ce débat au sujet de la crise écologique. Donc pour être aussi constructif, on a porté cette initiative avec de nombreuses associations comme le Shift, WWF, France Nature Environnement, etc. Et nous avions rédigé tous ensemble une liste de questions, de suggestions de questions, parce que c'est pas à nous de leur proposer les questions, mais en tout cas les orienter un peu sur des sujets pour justement sortir un peu de la caricature. Généralement, on parle souvent de la crise écologique à travers l'énergie. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre du débat du second tour. Finalement, on a parlé seulement de l'électricité. En revanche, on est assez satisfait parce que si on compare avec le débat du second tour de 2017, le climat, la biodiversité n'avaient pas du tout été abordés dans le cadre du débat. Et donc, dans le débat de 2022, ça a été abordé durant 18 minutes, ce qui fait à peu près 10% du temps du débat. Donc, ça reste assez satisfaisant. Après, ce qu'on regrette, c'est qu'effectivement, les journalistes n'ont pas pu rebondir et quelque part challenger les candidats à la présidentielle sur le sujet. C'était la difficulté globale de ce débat où il y avait beaucoup de thématiques et où finalement, on avait un peu le sentiment qu'il fallait vite passer à la suivante. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a encore, Thomas Parouti, des médias climato-sceptiques ? Alors, ce qu'on constate, c'est que pendant très longtemps, on invitait des climato-sceptiques, notamment Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était le symbole des climato-sceptiques. Et depuis 2005, et c'est Jean Jouzel du GIEC qui dit ça, depuis 2015, on n'invite pas de climato-sceptiques. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'avoir deux personnes qui ont un point de vue différent sur une thèse, sauf que là, on est à peu près tous d'accord maintenant pour dire qu'il y a un dérèglement climatique, qu'il y a une urgence, qu'il y a 3 ans pour changer. Donc aujourd'hui, on n'invite plus de climato-sceptiques et j'ai envie de dire heureusement, alors à part certaines chaînes, comme notamment CNews, pour ne pas les citer, qui est toujours là pour mettre un peu plus d'huile sur le feu, mais globalement aujourd'hui il y a un alignement de tous les journalistes, de toute la science pour dire voilà, il y a des dérèglements climatiques, il faut le résoudre. Après, ce qu'il faut, c'est que les grands médias, enfin j'ai l'impression qu'aujourd'hui Bismart est la seule chaîne qui fait une quotidienne sur les sujets de développement durable et qui parle de solutions. Il faut un journalisme de solutions. Il faut que sur France 2, chaîne publique au service de l'intérêt général, à 20h35, tous les jours, il y ait une émission sur une solution, sur un éco-geste, sur une start-up positive, enfin voilà, il faut absolument qu'on fasse comprendre qu'il y a un sujet de transition avec plein de solutions pour donner des solutions. Ce que je trouve intéressant effectivement dans ce débat et dans votre démarche, d'ailleurs c'est ce qu'on fait ici, mais c'est effectivement de proposer des solutions parce que il y a quand même un risque de décalage entre la vie quotidienne de millions de Français
qui ne sont pas forcément, surtout en période d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat qu'on vit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en capacité, même s'ils le souhaitent, de prendre ce virage et cette transition écologique. Donc il faut leur proposer des solutions. Parfois elles existent, ils ne les connaissent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, bien sûr. Enfin, pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'angle qui est adopté, parce que généralement, on parle de sujets sous l'angle un peu des catastrophes, ce qui génère aussi du stress dans la population. Ouais. Il y a eu un sondage qui est sorti en mars 2022 par Ipsos, qui disait que 80% des Français étaient inquiets vis-à-vis du changement climatique. Et donc, pour ça, pour désamorcer cette inquiétude, cette anxiété qui est aussi légitime, c'est important de proposer des solutions, d'organiser régulièrement des débats sur la place des technologies, celle de la sobriété, d'interroger également les décideurs publics et privés, de montrer en fait qu'on fait ce sujet la priorité. Et je pense que ça va permettre aussi aux citoyens français, aux téléspectateurs, aux lecteurs, de comprendre en fait qu'il y a des solutions, qu'on peut agir vis-à-vis du changement climatique et de la crise écologique. Et donc quelque part, effectivement, de pouvoir agir, quoi. Donc, vous l'avez évoqué, vous vous êtes mobilisé là, on parle des médias, entre guillemets, traditionnels, les grandes télévisions, les masses médias, mais les fake news climatiques, on les trouve plutôt sur les réseaux sociaux, Thomas Parouti. C'est plus compliqué d'aller chercher Facebook que TF1 sur ces questions-là. Oui, et TF1 pardon, mais sur Twitter aussi, c'est presque considéré comme une opinion, le climato-scepticisme. Bien sûr. Et donc, il a encore droit de citer sur ces médias qui sont majeurs, qui sont de plus en plus importants. Oui, et de toute façon, on voit bien qu'il y a une montée en puissance des trolls et de l'agressivité sur Twitter, sur Facebook, comme il y a eu sur le phénomène Dr Raoult pendant la crise climatique. Où, voilà, après, il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Il faut que les masses médias jouent leur rôle, que les grandes chaînes prennent leurs responsabilités pour embarquer tout le monde là-dedans. Et après, pour revenir aussi sur la question précédente, avoir un comportement responsable, ça ne coûte pas forcément plus cher. Oui, le bio peut coûter plus cher. Oui, l'électrique coûte plus cher. Mais acheter tous ces vêtements d'occasion, ça coûte moins cher. Alors, c'est un peu embêtant pour la chaîne de promouvoir de l'occasion et, entre guillemets, de la décroissance ou une nouvelle consommation. Sauf qu'il y a plein de marques qui y vont. Bien sûr. Et aujourd'hui, que ce soit Decathlon, Petit Bateau, qui habille, tout le monde ouvre son corner seconde main. Donc voilà, il faut aussi réinventer le monde de la publicité. On en parlera peut-être un jour. Mais voilà, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Mais voilà, c'est une grande transformation. Et après, sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait des autorités. Il faut que d'une certaine façon, les Twitter, Facebook fassent aussi leur boulot en disant ceci est une fausse information. Façon Trump, ben, toi tu dégages, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas, des vêtements bio recyclés, upcyclés. C'est parti. Smart Ideas avec Léopold Goraguer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Tribu de Paris. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créé ? Alors on a créé Tribu de Paris il y a 1 an et demi maintenant. C'est un petit peu une histoire de famille puisqu'on a lancé le projet avec mon petit frère Ferdinand qui est sur la partie marketing et Stéphane, un ami de longue date qui était déjà dans l'univers de la mode et du textile. En fait, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que l'industrie du textile est évidemment extrêmement polluante, produit énormément de déchets, notamment lors des découpes de pièces. Il y a énormément de chutes qui sont générées, il y a énormément de fins de rouleaux qui ne sont pas utilisées, d'excédents de stock non plus. Et non, nous, on a voulu en fait créer une marque de vêtements en utilisant tous ces matériaux textiles qui sont finalement pas intéressante pour les autres. Ouais. Première collection, moi ce qui m'intéresse, c'est les défis que vous avez dû relever, les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, le principe, il est bon, quoi. On se dit, bah oui, voilà, récupérons ces matières premières, mais ensuite... Effectivement, pour la petite histoire, on a commencé à récupérer nos premières chutes de tissus en demandant à nos amis, à notre entourage, s'ils n'avaient pas des choses qui traînaient chez eux, qu'ils ne voulaient plus utiliser. Ça pouvait être des nappes, même des t-shirts qui étaient troués. On les a récupérés, on a fait évidemment le tri dedans, on a pris les chutes qui nous intéressaient et on a commencé à faire nos premières créations comme ça. Donc on a commencé par soit faire des personnalisations de vêtements, donc comme sur le t-shirt que j'ai ici. Donc on est venu patcher en fait des chutes de tissu sur des produits. Et aujourd'hui on va un petit peu plus loin, on fait des produits qui sont 100% upcyclés. Donc l'upcycling, donc le surcyclage en français.
Donc l'idée, voilà, c'est de faire du neuf avec du vieux. Ouais, et de donner une seconde vie à des matériaux. Alors, dans les étapes, vous avez assez vite décidé d'ouvrir votre atelier. Pourquoi ? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a été contacté par des entreprises de notre entourage qui souhaitaient faire des créations de vêtements pour soit offrir à leurs salariés ou à leurs clients ou pour couvrir un événement. Et en fait, c'est venu très très tôt dans notre process de création, et c'est-à-dire qu'on avait déjà des machines, on avait fait l'acquisition de machines de sérigraphie, de flocage, de broderie. Et donc tout simplement, en fait, on a répondu à la demande dès le début, et on s'est dit pourquoi pas ouvrir notre atelier de personnalisation textile plutôt à destination des entreprises. Comme ça, on a un petit peu deux secteurs d'activité, donc le B2C vraiment pour les particuliers avec la marque de vêtements, et l'atelier de personnalisation textile pour les entreprises. Ouais, alors, qui sont justement vos clients B2B ? Quelles entreprises travaillent avec vous ? Alors nous, on va cibler plutôt les agences événementielles et de communication qui ont régulièrement besoin de faire de la création de vêtements, mais également les écoles qui ont des BDE et qui tous les ans doivent faire ce fameux hoodie avec le nom de l'association. Voilà, ce genre d'entreprise. Ouais. Vous lancez, je crois que c'est une de vos dernières nouveautés, une banane upcyclée, c'est ça, surcyclée. Alors, racontons son histoire. Elle est faite à partir de quel matériau ? Alors, elle a été composée à partir de bâches de camions récupérées, de zips et de lanières d'excédent de stock. Donc, on a récupéré à la réserve des arts. C'est une sorte d'entrepôt. On y trouve, c'est la caserne d'Alibaba. On y trouve plein de choses intéressantes pour les petits artisans comme nous. Et donc on a composé intégralement, en tout cas, cette banane avec des matériaux récupérés. Est-ce que les filières, c'est intéressant, vous avez en partie répondu à la question, mais quand on crée une entreprise, l'idée, elle est bonne, il y a d'autres jeunes marques qui se créent sur ce modèle-là. Est-ce que les filières existent déjà, ou alors justement, parce qu'il y a de plus en plus de marques, vous les voyez en train de se structurer ? Alors, quand vous parlez des filières... Des filières de récupération de matériaux pour pouvoir les transformer, les upcycler. Alors justement, il y a de plus en plus de plateformes qui existent pour justement récupérer ces matériaux textiles. Je pense notamment à Uptrade, qui est une plateforme qui récupère énormément de fins de rouleaux, de chutes de tissus. Et nous, on va se fournir là-bas, et en même temps, dans l'entrepôt dont je parlais tout à l'heure, donc effectivement, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Le dernier mot sur les entreprises pour lesquelles vous travaillez, notamment dans cet atelier, c'est quoi ? C'est un moyen de renforcer la culture d'entreprise ? C'est quoi les arguments que vous portez auprès de ces clients ? C'est ça. Alors pour le côté start-up, c'est effectivement, on peut penser à renforcer la culture d'entreprise. Après, je pense que c'est aussi tout simplement une conscience écologique, parce que j'en ai pas parlé, mais les produits qu'on propose, ils sont soit biologiques, soit recyclés. Donc biologique si ça va être plutôt du coton utilisé, recyclé si c'est du polyester. Donc on a une trentaine de produits référencés sur notre plateforme qu'on propose à nos clients. Et effectivement, les entreprises ont ce besoin-là des besoins en fait RSE, d'aller plus loin dans leur démarche responsable. Merci beaucoup, merci Léopold Goraguer, bon vent à votre tribu de Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Hugues Sabatier à ses côtés, Romain Luc, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Salut.